retrouvons ce soir, et je vous en remercie, pour ce premier atelier de la programmation de notre projet en faveur de la transition écologique énergétique. Ce premier webinaire sera suivi de 8 autres. Et donc, je vous propose d'avancer et vous dire que l'animation sera assurée par l'OPCO-EP, représentée aujourd'hui par 2 personnes. David, si tu veux passer. Donc, moi-même, ça ne se fait pas, mais je me nomme en premier. Je suis responsable des actions territoriales au sein de l'OPCO-EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes. David. Voilà, donc moi-même, David Perret, donc conseiller à l'OPCO-EP en Auvergne-Rhône-Alpes, et en tandem donc sur ce dossier de la transition écologique et énergétique avec Philippe Fagot. Merci. Alors, quelques informations générales. Bon, avant de débuter nos échanges, hein, peut-être déjà vous rappeler le thème de notre atelier de ce soir. Donc, je le lis parce que ça nous semble être un concentré de nos ambitions pour ce soir. L'évaluation carbone pour maîtriser l'impact de l'activité de mon entreprise sur l'environnement, à savoir disposer des connaissances de base, recenser et mesurer les sources d'émissivité, et puis définir un plan d'action en vue finalement de se positionner pour agir. Voilà, c'est vous être utile ce soir à travers ce propos-là, ces principes-là d'action. Le programme de ce temps d'échange d'1 heure, c'est une introduction qui va nous être faite tout de suite après, un témoignage d'entreprise, une intervention d'experts, la présentation d'offres de services, la conclusion et un sondage final qui nous permettra de nous renseigner sur votre situation quant à votre volonté d'action à court, moyen ou long terme pour l'avenir. Vos questions, vous les posez dans l'espace conversation. Nous essayerons d'y répondre avec le plus de célérité possible. Et nos échanges, eh bien, nous avons plusieurs temps qui sont prévus durant le webinaire. Donc, gardez-les sous le coude, posez-les, et puis on y répondra dans la mesure du possible. Merci. Vous dire également que cette action, cet atelier de ce soir, est une des actions qui est prévue dans un projet beaucoup plus général, que l'on vous évoquera plus tard dans le cadre de l'offre de services notamment. C'est un projet qui est la transition écologique énergétique dans les TPME, de la sensibilisation à l'action. C'est un projet qui est porté par la Confédération des petites et moyennes entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 organisations patronales et l'OPCO-EP, et cofinancé par l'État, qui est d'un soutien sensible dans le cadre de cette opération-là. Je passe la parole maintenant à 2 partenaires, porteurs de l'opération à nos côtés, Cyril Amprino et Bertrand Fayet. Cyril et Bertrand, c'est à vous. Merci. Bertrand, tu veux y aller ou comme par ordre alphabétique, j'ai gagné? Qu'est-ce que tu souhaites? Allez. Vas-y, Cyril. D'abord, vous saluez toutes et tous, vous remercier de participer aussi nombreux à ce premier atelier qui, comme vous l'avez vu, balaye des sujets importants, essentiels, mais avec le souci d'être très concret et, je l'espère, de répondre à vos questions, de venir éclairer un certain nombre de sujets que vous travaillez probablement déjà dans vos entreprises et d'y apporter des éléments de réponse et de les partager surtout. Très rapidement, en introduction, vous dire pourquoi la CPME aura, avec l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes, je crois que c'est une première en France, avec le soutien dynamique et compétent de l'OPCO-EP, s'est engagé dans cette action d'accompagnement dans vos projets de transition écologique et énergétique. D'abord, on est convaincu à la CPME que la transition écologique est une réalité, même si la France ne représente que 1% d'émissions des gaz à effet de serre. Pour autant, elle est déjà à l'œuvre autour de nous. Il suffit de regarder un des volets de cette transition, le changement climatique, pour être convaincu que chaque acteur, en tant qu'acteur justement économique mais aussi social, doit s'engager pour apporter sa pierre à l'édifice. On est également convaincu que dans les petites entreprises, la notion de performance est globale.
inclut l'économie, le social, mais maintenant de plus en plus les sujets environnementaux qui nous touchent sous différents aspects, et que les PME, même si elles ne le créent pas toujours sous les toits, font souvent par conviction, pas uniquement par nécessité, parfois par nécessité de la RSE, et qu'il s'agit de la valoriser. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième, c'est de se dire, compte tenu de l'importance de ces enjeux, et notamment de l'importance au niveau national, et j'allais dire encore plus européen, de l'investissement nécessaire, humain et financier. Un certain nombre de travaux disent que c'est des financements pour cette transition de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros par an, et un certain nombre de conditions, selon nous, qu'il faut réunir pour pouvoir la réussir ensemble. La première condition, il faut qu'elle soit simple et adaptée à la réalité de vos entreprises. Voilà. Trop souvent, on invente des dispositifs qui sont animés des meilleures intentions, mais qui sont un peu compliqués. J'ai un exemple en tête qui s'appelle la CSRD. Je suis pas sûr que vous le connaissiez, mais j'allais presque dire tant mieux, mais peut-être que vous le connaissiez parce que vous travaillez avec des grandes entreprises ou des donneurs d'ordre qui vous demandent déjà beaucoup d'éléments de bilan extra-financiers sur vos actions RSE pour faire quoi. Et c'est très compliqué, donc il faut que cette transition, elle soit la plus simple possible, mais encore une fois adaptée à vos réalités. Deuxièmement, on souhaite que on encourage plutôt l'innovation à travers cette transition, que ça soit une opportunité pour vous de développer des savoir-faire et non pas le principe de précaution qui très souvent déclenche encore une fois des normes et des contraintes. Vous en avez suffisamment et j'aime même dire beaucoup trop. Troisièmement, on pense que ça concerne tous les secteurs. On va le voir probablement à travers vos témoignages, c'est qu'il faut laisser personne de côté. Chacun à sa façon dans son secteur d'activité est concerné. Et ça veut dire également qu'il faut penser à la transition, ça tombe bien puisque c'est l'objet du projet et c'est le métier de l'OPCO, l'évolution de la transition des compétences vers la mutation des métiers qui prennent en compte pas simplement la transition digitale, elle est déjà beaucoup en œuvre, mais également cette transition écologique et l'impact qu'elle a sur les activités et sur les métiers. Cinquième condition qu'on pense importante, c'est reconnaître ceux qui font des efforts. On va voir un témoignage ce soir, mais je pense que si vous participez, c'est que chacun dans vos entreprises, vous avez déjà initié, vous allez initier des actions qui contribuent à faire de vous un acteur de la RSE. Hein. Vous êtes conscient que l'entreprise a un rôle social et sociétal et il faut le valoriser. Hein. Et donc, on est attaché à ce qu'il y ait une reconnaissance, pour ne pas dire un label, qui le permet. Pour terminer, parce que j'étais déjà un peu trop long, c'est de vous dire qu'on est attaché à la CPME en respect de deux principes pour que cette transition soit, encore une fois, une réussite collective et que le monde économique, notamment les petites et moyennes entreprises, soient pleinement mobilisées. Premièrement, premier principe, c'est le principe de faire une écologie de l'incitation. J'allais presque dire du plaisir, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire de la volonté, de la simplicité de l'engagement et non pas de la contrainte de la norme et encore moins de la sanction financière. Il y en a déjà beaucoup trop. Deuxièmement, on est bien conscient qu'il y a des domaines complexes sur certains sujets et que pour ça, ça peut être extrêmement utile d'être accompagné pour pouvoir réussir, quel que soit le levier que vous souhaitez actionner, que ce soit en matière d'économie circulaire, que ce soit en matière énergétique ou si vous avez un sujet industriel par rapport à l'eau. Voilà. Il y a des aspects très techniques, il y a de l'ingénierie, il y a des dispositifs en face, et il faut être bien accompagné, bien outillé, bien formé. Donc c'est pour ça qu'on sera là avec l'UDP et l'OPCO-EP. Voilà. Et quelques mots que je souhaitais vous dire en vous remerciant encore une fois de votre participation. Merci Cyril. Bertrand? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc juste quelques mots à la suite de ce que vient de dire Cyril pour la CPME. Donc nous sommes complètement en phase avec tout ce qui a été dit. Je voudrais rajouter juste 3 points. Si l'UDP s'engage dans cette action, l'UDP donc représente les artisans, spécifiquement les artisans, commerçants et professions libérales. C'est parce que les TPE en général et ces professions-là sont d'une manière ou d'une autre concernés ou le seront par tous ces sujets de transition écologique et énergétique. Le deuxième point, c'est vraiment de vous accompagner, d'accompagner les chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise que l'UDP représente sont concentrés sur leur profession, sur leur métier, la tête dans le guidon,
Et il faut arriver à prendre du temps, comme vous le faites maintenant, pour les aider, les guider et leur donner des vraies personnes qui peuvent ensuite les conseiller pour se consacrer à ce type de sujet. Et le troisième point, c'est parce que nous avons été confrontés aussi à des cas concrets de très petites entreprises. J'ai en tête un ébéniste, 3 salariés dans la région qui a l'habitude de répondre à des appels d'offres pour restaurer des monuments historiques. Et ben voilà, on lui a demandé, alors que ça fait des années qu'il répond à ces appels d'offres, on lui a demandé quelle était l'empreinte carbone estimée pour tel ou tel chantier. Donc 3 salariés, une camionnette diesel, c'est un peu compliqué d'estimer ce genre de choses et savoir ce qu'on peut répondre ou pas répondre, même si les TPE, a priori, ne sont pas concernés par ce type de sujet ou de réponse à faire pour les appels d'offres. Voilà, donc je vais céder la parole maintenant pour que vous ayez un webinaire bien concret et qui vous apporte des réponses sur ces sujets de transition écologique et énergétique. Merci Bertrand. Allons-y donc. Je vais déjà remercier Jérémy très sincèrement pour sa présence ce soir, sa disponibilité, donc pour nous présenter une démarche de transition écologique énergétique. Jérémy, la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Thiebaud et je suis le propriétaire de la boulangerie Comme Autrefois à Aix-les-Bains, donc qui est une boulangerie qui a la particularité d'être sur pur levain naturel, qui existe depuis 1993. Donc là, on le voit à l'écran, effectivement, ça a été créé par un couple, donc Jean-Michel et Véronique Artus, qui étaient alors, on va dire, en 93 plutôt pionniers dans le bio, puisque ce n'était pas encore trop la mode et on en parlait un peu moins qu'aujourd'hui. Et pendant 25 ans, ils ont fait tourner cette entreprise à deux en faisant 3 ventes par semaine, puisqu'ils n'étaient que 2, et en produisant seuls dans la zone des Combaruges, donc à Aix-les-Bains. Donc ils faisaient 2 marchés à Aix-les-Bains, 1 marché à Chambéry, et livraient 2 magasins, 2 Biocoop. En 2019, moi, je rachète l'entreprise, ce qui est un total hasard, puisqu'à l'époque, j'ai fait 12 ans cadre en grande distribution, et ensuite, j'ai fait 2 ans d'investissement immobilier, et j'ai représenté les propriétaires de cette boulangerie dans un dossier annexe de la vente d'un bien familial. Et le propriétaire de la boulangerie s'est blessé à l'épaule et était complètement abattu. Donc le lendemain, je suis allé lui donner un petit coup de main, puisque c'était à la base des parents d'une amie à moi. Donc je les connaissais très très bien. Et en fait, je n'étais pas du tout destiné à être boulanger ou à avoir une boulangerie, mais je suis tombé amoureux de ce métier, de ce concept aussi de faire tout au naturel, si bien que je leur ai tout de suite fait une proposition quand il m'a dit qu'il voulait vendre la boulangerie plus tôt que prévu, puisque physiquement, il avait un souci et il ne pouvait plus continuer seul, puisqu'il faisait la production tout seul. Donc, je leur ai tout de suite fait une offre, et donc en octobre 2019, j'étais propriétaire de la boulangerie Comme Autrefois. Et on a bien développé la chose, puisque contrairement à eux, moi, j'étais plutôt OK pour avoir de l'aide, pour avoir des salariés. Et ça a tout de suite répondu présent, puisqu'aujourd'hui, on est passé de 2 à une quinzaine de salariés. Et on a aujourd'hui 4 points de vente qui tournent avec une plus grande amplitude. On a ouvert une boutique en 2021, donc qui a fêté ses 3 ans, mi-octobre, dans le centre d'Aix-les-Bains, dans lequel on a développé la pâtisserie. Métier qu'ils ne faisaient pas avant, toujours en bio, en naturel, etc. Et effectivement, pour il y a une concomitance avec l'OPCO, c'est qu'on a toujours un peu pris des stagiaires en CAP, en mention complémentaire, que ce soit dans la vente ou dans des métiers un peu plus techniques, comme la pâtisserie ou la boulangerie. Donc aujourd'hui, 2024, on a 4 points de vente et bientôt un 5e là pour horizon fin novembre d'ailleurs. Donc on est en plein développement et du coup, pour enchaîner sur le sujet des valeurs environnementales, moi dans mon ancienne entreprise, il y avait un département RSE. Et c'est un sujet dans lequel moi j'étais dans un groupe de travail, j'étais directeur de magasin, j'étais dans un groupe de travail sur... nous on avait des magasins, donc en grande distribution non alimentaire, et j'étais dans le groupe de travail de qu'est-ce qu'on fera de nos salariés qui ont 25 ans d'expérience. Et moi, j'étais plutôt sur le côté humain, le côté travailleur en situation de handicap, donc des RQTH.
et c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Pour revenir sur le contexte énergétique, en juillet, alors moi en l'occurrence dans mon contrat, j'étais chez Enercop, donc une coopérative d'électricité qui investit tous les bénéfices dans les énergies renouvelables. Donc déjà par conviction, on va dire. C'était déjà les anciens propriétaires, mais j'ai évidemment continué. Et en juillet 2022, moi, j'étais soumis au cours de l'électricité. Ce n'était pas un contrat prix bloqué. Et j'ai une facture qui a fait x2 et le mois d'après qui a fait x3. Donc pour donner une idée en euros, je suis passé de 1200 à 3600 euros en 2 mois on-off. Donc ça c'est simple, en 2022, ça m'a coûté le résultat. On était déjà sur, on va dire, des actions avant cette petite crise et cet événement. On était déjà sur des actions en fait d'économie et dans tous les sens du terme. Donc par exemple, on avait un planning bien établi. Il y a certaines boulangeries, je vais parler de mon métier, qui peuvent avoir un four boulanger allumé toute la journée par exemple. Nous, on a mis en place une organisation pour ne cuire que pendant 3 heures. Donc on optimisait entre guillemets la cuisson et ça évite d'avoir un four boulanger qui consomme énormément, allumé toute la journée. On cuit également des choses en four éteint, chaleur tombante, tout ce qui est snacking, légumes, etc. En 2022, j'ai également fait l'acquisition et l'installation de clim réversibles. Donc 2 clims réversibles pour, pareil, ménager un petit peu tout ce qui était mon matériel frigorifique. Pour, on va dire, renouveler également l'air du fournil pour les conditions de travail. Enfin, c'était un tout. Et j'ai augmenté ma durée de vie du coup du matériel frigorifique puisqu'il n'était pas tout constamment en surchauffe. On a également effectivement installé un parc à vélo pour les clients ou les salariés sur notre fournil des Combaruches. Et lorsque j'ai ouvert la pâtisserie, puisque pour la boulangerie, mon minotier est à Saint-Étienne, donc dans le Rhône-Alpes, et je n'ai pas un minotier, on va dire, dans les 30 km. Mais en revanche, pour tout ce qui est fruits et légumes, on a un maximum de partenariats avec des petits producteurs locaux en circuit court, donc Potager de Saint-Yves, la ferme agroécologique de la Biole, enfin beaucoup de petits producteurs qui nous fournissent des légumes. Donc déjà, eux, ça les fait travailler. Et deuxièmement, vu que nous faisons que de la transfo, c'est-à-dire on coupe, on cuisine, on émince, je peux également leur prendre leurs produits qui ont des légers défauts d'aspect, qui sont hors gabarit. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place dès le début. Un prix un peu plus intéressant pour nous et surtout pour le producteur, aucune perte, en tout cas pour un problème esthétique d'un fruit ou d'un légume. En 2023, j'ai reçu un appel, donc c'est vraiment à l'initiative de la CMA, et on m'a proposé de faire un diagnostic électricité, on va dire, courbe de charge, analyse de courbe de charge, dans l'optique d'installer des panneaux solaires. Donc, il faut savoir que nous, en tant que chef d'entreprise, on est démarché à peu près 5 ou 10 fois par jour au téléphone pour des courtiers en énergie ou autres courtiers en Internet, etc. Et je n'avais jamais répondu à on va dire un démarchage concernant des panneaux solaires. D'une, parce que je n'avais aucune compétence pour regarder, on va dire, si le produit était intéressant ou non. Et de deux, clairement, j'avais un manque de confiance dans les entreprises qui proposent, qui démarchent en fait pour installer des panneaux solaires. Cet appel, il est ultra bien tombé. On a pris rendez-vous, je pense, en 2 ou 3 semaines. Moi, j'avais juste un papier à remplir, à envoyer à Enedis pour connaître ma courbe de charge. Et en une demi-journée, de mémoire, c'était 2 heures, 2 heures et demie, en récoltant toutes les informations, j'ai un interlocuteur à la CMA donc, qui m'a fait un diagnostic complet de mon installation, de ma toiture, de ma consommation, couplé avec mon orientation, la faisabilité du projet, le coût estimé du projet et même une projection sur un retour sur investissement. Donc, ultra précis et entre guillemets, j'avais presque un dossier comme si la CMA derrière me vendait des panneaux. Sauf que ce n'était pas le cas, puisqu'en fait, c'était une étude totalement objective qui m'avait été faite et succès de cette étude, et ben le
le point de production, le fournil, qui était mon point en fait le plus énergivore de mes 4 points de vente, était complètement dans les conditions requises pour avoir un excellent rendement sur les panneaux solaires. Donc grâce à ce dossier, j'ai commencé à me renseigner sur des entreprises en panneaux solaires et j'ai eu une entreprise qui s'appelle Isowatt, donc dans le bassin lyonnais, qui est venue. Je n'ai pas du tout donné le dossier de la CMA, je leur ai demandé un diagnostic complet et le diagnostic collait parfaitement avec celui de la CMA. Tant sur le retour sur investissement, l'orientation, le nombre de panneaux, ils ont même été un petit peu plus loin en mettant 4 panneaux de plus, mais ça collait exactement en termes de rendement, ça collait même en dessous en termes de budget, ça coûtait un petit peu moins cher que ce que la CMA m'avait donné comme ordre d'idée. Et le rendement, dans les mois qui ont, on va dire, qui se sont écoulés pendant cette étude, le rendement des panneaux avait augmenté de 5 à 7% entre l'étude de la CMA et le produit que me proposait Isowatt à l'époque. Bon, c'est une entreprise qui fait beaucoup de professionnels, hein, donc ils ont l'habitude. Et on va dire, le 1er février, j'avais mes panneaux solaires donc de cette année, 1er février 2024. J'avais mes panneaux solaires de posés et de productifs pour un premier contact en juin de la CMA. Donc ultra rapide. Et aujourd'hui, pour être tout à fait concret, je suis presque revenu à une consommation et à un coût des anciens propriétaires. Donc pour faire simple, en début d'année dernière, les prix de l'électricité ne sont pas revenus à ceux qu'ils étaient avant 2022. Mais j'avais une facture mensuelle entre 1 800 € et 2 000 € selon la température dehors, etc. Et là, je suis retombé à 1 200 € si je parle en euros. Donc une économie à peu près en consommation de 20-25% en moyenne tous les mois. J'ai des mois à 30, des mois à 20, puisque l'ensoleillement joue. Mais aujourd'hui, on en est là. Et pour parler financier, j'ai fait un leasing avec ma banque pour l'investissement des panneaux solaires. Donc, le coût total de l'opération, c'était environ 25 000 € hors taxe. Et j'ai financé ça sur 5 ans. Et j'ai une mensualité de 450 €. Et la mensualité est largement couverte en fait par mon économie mensuelle. Donc, me concernant avec mes conditions, mon orientation et ma consommation, puisque je consomme aussi beaucoup la journée, je cuis la journée, je ne cuis pas à 2h, 3h du matin, j'ai vraiment un résultat qui est exceptionnel et surtout, j'ai pu contacter un bon partenaire en étant complètement informé, en ayant eu les informations de manière objective de la CMA. Et c'est surtout ça qui m'a, entre guillemets, poussé à franchir le pas. Puisque moi, c'était un petit peu, on va dire, mon inquiétude de mal choisir ou d'avoir quelque chose qui était, on va dire, pas assez performant. Voilà pour les panneaux solaires. Mes prochains petits pas, parce que moi, avec mon équipe au quotidien, on parle tout le temps de petits pas. Un petit pas, c'est quoi ? C'est cuire dans le four éteint, c'est récupérer les graines, récupérer les tartines, même 3 ou 4 tartines qu'il resterait d'un talon de pain de mie qu'on fait en sandwich. On ne jette plus aucune tartine, on ne jette rien qui se mange. Ça part soit en association, donc pour l'entraide aixoise avec ses bains, ou au pire des cas, quand c'est du pain sec, ça part dans une ferme agroécologique pour nourrir en l'occurrence, là, ce sont des cochons qui sont en plein air. Et tous les déchets organiques et toutes les tartines de pain sec ou autres partent chez eux quand ce n'est pas donné à une association. Donc, et nous, on appelle ça avec notre équipe des petits pas. Petit pas par petit pas, le sopalin, le ci, le là, et ben, on arrive à des grandes choses ou des grands trajets, comme je dis souvent. Donc le prochain petit pas, en fait, c'est de récupérer l'eau de pluie. Et j'ai d'ailleurs un rendez-vous après-demain, jeudi, pour un diagnostic sur mon utilisation de l'eau et la faisabilité de l'eau. Donc même principe que ce que je vous ai exposé là sur l'électricité, mais pour l'eau.
avec un interlocuteur de chez de CMA pour venir regarder ce qui est possible de faire. Donc c'est récupérateur d'eau de pluie, c'est notre prochain on va dire, chantier. Et là, dans le trimestre qui vient de s'écouler, j'ai changé mon chauffe-eau. J'avais un chauffe-eau de 400 litres qui chauffait en permanence pour un chauffe-eau intelligent qui ne chauffe que quand on lui demande de l'eau. J'ai également changé mon système de filtration d'eau qui avait 25 ans. C'était un osmoseur. Et on sait que l'osmoseur jette une bonne partie de l'eau directement en évacuation. Donc j'ai mis un adoucisseur nouvelle génération qui est beaucoup plus économe. Et voilà, j'attends avec impatience le diagnostic de la CMA sur ce qui est possible de faire avec l'eau, puisque c'est un peu notre prochain chantier, au moins pour les sanitaires, dans un premier temps. Et voilà, on n'arrête pas de trouver des astuces comme ça pour limiter l'impact et dans une deuxième mesure, bien sûr, faire des économies. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Un grand merci à vous, Jérémy, pour la présentation de cette démarche en fait qui croise une volonté entrepreneuriale, hein, une vision stratégique et puis une recherche d'investissement raisonnée. J'avais presque une première question à vous poser avant de laisser le fil de la conversation peut-être nous produire des questions, voire aux personnes d'intervenir en direct, hein, puisqu'on a un petit peu de temps. Les salariés ont-ils été moteurs ou freins dans la démarche? Complètement moteur. Alors, je vous avouerai que on a pris la décision, ce n'était pas une décision collégiale. Quand j'ai vu le rendement possible, entre guillemets, j'ai décidé extrêmement rapidement. Quand j'ai vu qu'en fait, le poseur de panneaux solaires qui était moins objectif qu'une analyse CMA avait une étude qui collait parfaitement à la CMA, j'étais en 100% confiance et j'ai décidé tout de suite. J'ai dit oui tout de suite, il y avait le prix, il y avait la mensualité, tout était au vert pour moi, j'ai pris la décision très rapidement. Mais ils sont très contents de ça. On a analysé tous ensemble pour le côté production la courbe de charge et on adapte. Je vous donne un exemple concret. On a des cakes, des super cakes à l'ancienne, mais ça cuit pendant 1h30. Et ben ces cakes, maintenant, on ne les cuit que entre midi et 2. Quand l'ensoleillement en fait est au maximum et quand j'ai pu regarder sur l'application des panneaux solaires qu'on était proche du rendement maximum. Petit détail, en fait, nous, on utilise tout ce qu'on produit. Voilà. Okay. Il y a Très une bien, importance, merci. on consomme absolument tout, mais les salariés étaient vraiment très, très contents de ce petit pas et ils sont toujours contents et rassurés quand on voit une action qui vient en fait améliorer d'une part l'impact sur l'environnement et d'autre part de faire une économie. Parce que cette économie-là, on peut la mettre sur du matériel, par exemple, pour travailler plus confortablement. Merci à vous, Jérémy. A-t-on quelques questions, quelques remarques? Alors dans le fil de conversation, il n'y en a pas, mais peut-être que certaines personnes veulent parler directement. A priori, pas tout de suite en tout cas. Oui, je pense, Jérémy, vous avez tari nos sources de questions dans votre présentation. Je pense qu'on va donc passer… Philippe, pardon, oui Cyril, oui. Peut-être juste d'abord remercier Jérémy et le féliciter. Merci. Et lui dire que je trouve qu'il est très modeste par rapport aux petits pas, que pour ma part, je trouve que c'est des pas très significatifs. Deuxièmement, il a beaucoup insisté sur la dimension de diagnostic objectif et j'ai senti la crainte, qui me semble fondée, d'avoir justement un premier diagnostic d'un prestataire qui pourra avoir par nature, et c'est pas faire un procès d'intention, tendance à orienter un peu les résultats par rapport après sa propre offre. Est-ce qu'il peut nous dire un mot justement de l'importance de cette étape? Enfin, il l'a déjà dit, mais en tous les cas, je pense partager le fait que c'est vraiment une étape clé dans une démarche derrière un petit peu plus globale de mise en place de solutions d'équipement pour la sobriété et la performance énergétique.
En fait, sans vouloir aujourd'hui flatter la Chambre des métiers de l'artisanat, là, j'ai eu un vrai support. Moi, j'étais habitué, en fait, en étant directeur de magasin quand j'étais en grande distribution, d'avoir des services centraux. Donc, j'avais des supports pour la compta, des supports pour tous les métiers, des acheteurs, enfin, tous les métiers, en fait, étaient managés par quelqu'un. Et j'avais toujours un support pour une décision, pour un conseil, pour un diagnostic. Là, quand on est dirigeant d'une TPE ou d'une PME, on est seul. On est relativement seul. Et là, la CMA, dans ce contexte-là, alors c'est vrai que moi, je n'avais pas tout à fait appel jusqu'à présent, je n'avais pas forcément répondu à des formations ou autres, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une newsletter de la CMA, je la lis parce que là, j'ai eu un vrai support concret. Je n'étais pas seul pour choisir, j'ai été accompagné et aujourd'hui, c'est un bénéfice énorme pour comme autrefois et toute l'équipe, hein. C'est clair. Je me permets d'annoncer à une personne qu'on entend sa conversation si elle peut couper son micro. Merci. Merci Jérémy. On va pouvoir passer peut-être à la présentation de Romain Besdeberck de la Chambre des métiers qui va nous présenter voilà, son expertise justement sur ce sujet de manière un peu plus générale. Et ça va pouvoir peut-être déclencher d'autres remarques ou des questions. Romain, je vous laisse demander le contrôle pour la présentation. Ouais, merci David et merci Philippe également pour la possibilité d'intervenir auprès de vous en cette fin de journée. Merci Jérémy voilà, pour ce témoignage. C'est vrai que c'est toujours enrichissant de pouvoir partager les démarches qui ont pu être mises en place. Donc voilà, Romain Besdeberck, moi je suis conseiller expert environnement à la Chambre des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'accompagne les entreprises dans la transition énergétique et dans les projets comme les diagnostics sur les panneaux solaires par exemple. L'idée de l'intervention aujourd'hui, voilà, ça va être de vous donner les clés de compréhension et les billes pour pouvoir mener voilà, peut-être une première démarche ou continuer une démarche qui aurait déjà pu être enclenchée voilà, autour de la décarbonation, donc l'évaluation carbone de votre entreprise. Je vais avoir un peu trois temps dans mon intervention. Je souhaitais quand même refaire voilà, une mise en contexte globale pour s'assurer que tout le monde soit bien au diapason et qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur le sujet. On va se poser la question ensuite. Voilà, on a déjà eu quelques bribes d'informations à ce sujet-là, mais voilà, en tant que TPE-PME, est-ce que on est concerné par cette évaluation carbone ou non, et de quelle manière? Et enfin, voilà, tout ça pour aboutir au levier que vous pouvez activer. On va voir voilà, de quelle manière et entre guillemets dans quel ordre. Alors, comme jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et il va y avoir aussi un temps d'échange aux deux tiers de mon intervention. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Voilà. Alors, petit rappel du contexte. On entend beaucoup parler de gaz à effet de serre, de dérèglement climatique. Donc, ça me paraissait important de voilà, redéfinir rapidement ce qu'il en était. Les gaz à effet de serre, donc, on va notamment penser au CO2, qui est le gaz à effet de serre principal. Aujourd'hui, on a des émissions de ces gaz à effet de serre supplémentaires qui sont liées à l'activité humaine. Voilà, c'est les recherches scientifiques qui en ont conclu ce point-là. Et ces émissions supplémentaires vont entraîner ce dérèglement climatique. On a voilà, déjà des conséquences palpables, on va dire, même sur notre territoire. On peut parler des hausses des températures, des inondations plus récentes, par exemple. Ces gaz à effet de serre, en fait, on peut vraiment faire l'analogie ou la comparaison un peu grossière avec le fait de rajouter des couvertures, des couches de couverture autour de la Terre. Voilà, ce qui permet d'imager ce côté un peu réchauffant et disons problématique pour nous. Et alors, d'une part, les conséquences sont déjà visibles, mais on a aussi en fait le problème
qui est le suivant. On a voilà, eu des mesures de concentration de CO2 dans l'atmosphère. En fait, aujourd'hui, on atteint des niveaux que l'on n'a jamais atteints depuis 800 000 ans. Donc, c'est quand même voilà, sur une échelle de temps assez importante. Donc, d'une part, des niveaux qu'on n'a jamais atteints, donc qui peuvent entraîner les conséquences que j'ai citées juste avant. Mais d'autre part, tout ça, ça arrive sur un laps de temps qui est vraiment très court, environ 200 ans. Donc, on est presque sur l'échelle d'une vie. Donc, on va un peu avoir ces deux volets. À la fois, on va devoir, c'est urgent, et on est tous concernés en effet par le fait de devoir essayer de diminuer les impacts de nos activités, mais on va aussi avoir un- un levier au niveau de l'adaptation, notamment dans les entreprises. Ben, si on parle de boulangerie, par exemple, pour continuer sur cette thématique-là, voilà, on peut avoir des difficultés, notamment liées à la hausse des températures. Et voilà, il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. On parle donc de... Alors, je ne sais pas si la slide est bien passée. Voilà, on y arrive. On parle de gaz à effet de serre. En fait, c'est un impact environnemental parmi d'autres. Alors là, j'en ai illustré quelques-uns. On peut penser à l'épuisement de la ressource en eau, les impacts sur la santé humaine, par exemple. Euh, En fait, tous ces impacts, ils vont souvent être interconnectés, interdépendants. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre vont souvent être liées aux autres impacts environnementaux. Le problème, c'est que si on veut mesurer l'impact de notre activité sur la ressource en eau d'eau, les ressources, les épuisements de la ressource fossile, la santé humaine, etc., ça va souvent être une étude trop lourde, trop compliquée à effectuer. Donc, on se permet de se limiter aux émissions de gaz à effet de serre euh, avec, entre guillemets, l'objectif de les diminuer. Et cette baisse des émissions de gaz à effet de serre de notre activité devrait généralement entraîner aussi une baisse sur les autres impacts environnementaux. Euh, voilà, on peut illustrer cet exemple. Si je diminue ma consommation d'énergie fossile, donc là, je vais diminuer mes émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie fossile, comme du carburant par exemple. Et donc ça va aussi me permettre de diminuer l'attention que je peux apporter sur l'épuisement de la ressource de carburant ou de pétrole. Donc voilà, c'est pour illustrer rapidement cette interconnexion. Alors ça va passer, voilà. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, avant d'essayer de mettre quelque chose en place, c'est d'abord de savoir où est notre impact. Donc, c'est pour ça qu'on a un besoin de comptabilité, de comptabiliser nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, on peut se référer en fait à différentes méthodologies qui ont été mises en place dans le but évidemment d'avoir une homogénéité hein, entre les différents secteurs d'activité. Il en existe plusieurs méthodologies. On va avoir les deux à gauche qui s'appellent Greenhouse Gas Protocol et le Carbon Footprint ISO 14064, qui vont être des méthodologies plutôt utilisées à l'international. Et nous, en France, on va plutôt utiliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui va être la méthodologie qui est utilisée dans un cadre réglementaire, ou alors on peut utiliser également la démarche bilan carbone, c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, qui, elle, voilà, va plutôt être utilisée lorsqu'on va mettre en place une démarche volontaire de comptabilité carbone, avec, disons, la plus-value de cette méthode, qui est également l'intégration d'un plan d'action, ce qui n'est pas le cas dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi une méthode, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, qui va permettre notamment la comptabilité carbone, mais qui va aller plus loin, qui va aussi pouvoir mesurer l'impact sur les autres impacts environnementaux qu'on a pu voir juste avant. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même plus conséquent, donc on sait le faire, mais voilà, c'est assez lourd à porter, donc se concentrer encore une fois sur le carbone est déjà un très bon premier pas qu'on peut mettre en place. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs méthodologies. La question, c'est de savoir est-ce qu'on doit s'en servir? Est-ce qu'on doit, nous, compter nos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on doit évaluer l'empreinte carbone de notre activité? Si oui, sinon, qu'est-ce qu'il en est? On a été mentionné la CSRD, donc c'est un acronyme, voilà, c'est d'une démarche que doivent mettre en place les entreprises, des très grosses entreprises. Voilà, c'est une réglementation à l'échelle européenne de reporting
différents indicateurs de l'entreprise. Et dans cette démarche, il va y avoir l'ajout, la réalisation notamment d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour l'entreprise. Mais là, on va vraiment sur des entreprises de taille conséquente. Et en France, le bilan des émissions de gaz à effet de serre va être obligatoire pour certaines entreprises, encore une fois, notamment les entreprises de plus de 500 salariés, ou en Outre-mer, les entreprises de plus de 250 salariés, des entités publiques de plus de 250 salariés, des collectivités qui ont une population de plus de 50 000 habitants, et puis certaines entreprises de plus de 50 salariés qui ont pu bénéficier de certaines aides à travers la loi Industrie verte, qui doivent, elles, réaliser un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on est une TPE-PME, pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas d'obligation directe, on n'a pas d'obligation réglementaire de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, en effet, comme ça a été mentionné en introduction, on peut se retrouver dans la situation où on va répondre à un appel d'offres dans lequel il va y avoir des conditions concernant l'impact de notre activité. On peut aussi travailler avec des donneurs d'ordre ou des clients qui vont nous demander également, entre guillemets, des comptes. Donc, voilà, aujourd'hui, on va quand même pouvoir être, entre guillemets, soumis à une certaine évaluation de notre empreinte carbone de l'activité, quand bien même on n'a pas d'obligation réglementaire à proprement parler. Et qui plus est, quand bien même on ne sera pas soumis à ce genre de demande, bien évidemment, ça peut rester aussi une volonté propre du chef d'entreprise de vouloir comprendre et connaître son impact pour identifier les mesures qui pourraient être mises en place. Alors, quand on se questionne sur l'impact de notre activité, on va distinguer deux types d'émissions. On va parler des émissions directes et des émissions indirectes. Donc, les émissions directes, ça va être les émissions sur site, les émissions liées, par exemple, à la consommation de comburants sur site. Donc, je ne sais pas, encore une fois, pour citer l'exemple d'une boulangerie qui posséderait un four fonctionnant avec du fioul ou du gaz, l'utilisation de ce four va générer des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion de ce four, du gaz ou du fioul. Donc ça va être comptabilisé dans ce qu'on appelle les émissions directes. On peut aussi avoir l'exemple de la flotte de véhicules de l'entreprise. Donc la consommation de carburant va entraîner des émissions. Donc ça, c'est les émissions directes qu'on va avoir sur site. Et puis on va aussi avoir des émissions indirectes. Il y a une partie de ces émissions indirectes qui peuvent également être présentes sur site. Donc ça va être la consommation d'électricité, par exemple. On ne va pas produire notre électricité sur notre site, elle va être produite ailleurs. Mais on va considérer que voilà, les émissions, la consommation d'électricité va avoir des émissions ailleurs, donc des émissions indirectes. On va avoir des émissions en amont de l'entreprise. Ça peut être le transport pour la livraison de matières qu'on va utiliser dans le cadre de notre activité. Ça peut être le déplacement domicile au travail de nos collaborateurs. Ou des déplacements par exemple, professionnels qui pourraient être en amont de l'activité. Et puis on va voir, évidemment, vous en doutez bien, les émissions également en aval, le trajet retour travail-domicile de vos collaborateurs, la gestion des déchets qui auraient pu être générés par votre activité. Voilà, c'est des choses que vous ne gérez pas vous-même directement. Par contre, c'est géré ailleurs, encore une fois, et ces activités-là vont également générer des émissions. Donc on voit que le périmètre est quand même assez large et il va souvent impliquer différents acteurs. Donc c'est pas forcément évident de comptabiliser l'ensemble de ces émissions. C'est pour ça que dans le cadre de la mise en place voilà, d'une première démarche de comptabilité, on va plutôt se limiter à ce qu'on connaît, on va dire, à ce sur quoi on a plus facilement la main. Donc on a voilà, les émissions directes, ça va être des émissions qui vont être entre guillemets plus faciles à comptabiliser parce qu'on va avoir des factures à disposition, des factures d'électricité par exemple, des factures de consommation de carburant de la flotte de véhicules.
Et ces émissions, voilà, on va pouvoir, dans un premier temps, les quantifier, les comptabiliser pour se donner une première idée d'impact que pourrait avoir l'activité. Bien évidemment, quand on mesure une partie de ces émissions, on néglige voilà, une certaine quantité d'émissions liées à notre activité. Donc, il faut se méfier à utiliser les bons termes, il faut être vigilant à utiliser les bons termes. On ne va pas parler de bilan carbone si on mesure qu'une partie de nos émissions. Voilà, un bilan carbone, c'est vraiment quelque chose une méthodologie très organisée, disons, et voilà, qu'on peut évoquer lorsque l'on comptabilise l'ensemble de nos émissions. Donc, on peut appeler ça, par exemple, une évaluation de premier niveau de l'empreinte de l'entreprise. Alors, comment on fait pour, vous allez me dire maintenant qu'on sait peut-être par où commencer, comment on mesure, comment on quantifie nos émissions de gaz à effet de serre. On va avoir un calcul entre guillemets relativement simple. L'idée, c'est de quantifier une donnée physique, par exemple la consommation d'essence de la flotte de véhicules. Cette quantité d'essence, on va pouvoir la multiplier par ce qu'on appelle un facteur d'émission. Donc, c'est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre générée par la consommation d'une unité, donc en l'occurrence 1 litre d'essence par exemple. On sait qu'un litre d'essence, ça va émettre tant de gaz à effet de serre, donc on va pouvoir calculer facilement les émissions liées à la consommation de 10 litres d'essence. Ces facteurs d'émission, on les a à disposition pour tout un tas de données, vraiment dans l'objectif de pouvoir réaliser un bilan complet. Et elles sont accessibles sur le site de l'ADEME, le site base-empreinte.adem.fr. Voilà, vous avez juste à vous créer un compte et après vous avez accès à toute la base de données, et ce qui vous permet de récupérer les facteurs d'émission qui vous intéressent par rapport à ce que vous voulez quantifier. Voilà, là, c'est un calcul très simple que je vous ai montré là. L'idée derrière, ça va être d'additionner l'ensemble de vos postes d'émission pour avoir voilà, le bilan du périmètre que vous aurez pris en compte. Il y a une qui a sauté. Je parlais de la vigilance à avoir sur la manière dont on va communiquer sur notre évaluation carbone. Vous avez sans doute entendu parler d'éco-blanchiment, de greenwashing. C'est le fait de parler à mauvais escient des démarches qu'on peut mettre en place en utilisant l'argument écologique, dans l'objectif voilà, de se donner une image un peu éco-responsable. Malheureusement, voilà, ça peut arriver régulièrement que certaines entreprises communiquent de manière un peu abusive sur les démarches qui auraient pu être mises en place. Donc, on peut avoir, voilà, je vais vous citer l'exemple pour illustrer un peu ce point de vigilance de fast-food qui ont communiqué sur la fin du plastique à usage unique dans leur enseigne. Voilà, il y avait la fin des jouets en plastique, la fin de la vaisselle jetable en plastique, etc. Donc, sur le papier, c'est très bien. En effet, voilà, c'est la direction dans laquelle on doit aller, de limiter l'usage du plastique. Par contre, leur communication ne précisait pas le fait que c'était avant tout pour eux une obligation réglementaire, et c'était par ailleurs en retard sur cette réglementation. Voilà, on a l'impression que c'est eux qui ont décidé de le faire alors que la réalité est différente. On n'a pas forcément d'informations sur l'usage de ces nouveaux matériaux. Est-ce qu'on a bien un impact plus faible que précédemment? Est-ce que la démarche a été mise en place voilà, de manière cohérente? Et puis, on peut aussi se poser la question, alors encore une fois, sans remettre en cause le fait de limiter l'usage du plastique, mais quel est le réel impact finalement de ces entreprises de fast-food? On peut penser voilà, le fait de la surproduction, le gaspillage alimentaire, les produits de mauvaise qualité. C'est aussi d'autres aspects sur lesquels on va avoir des impacts sur l'environnement, sur lesquels il va falloir également agir. Donc, voilà, là c'était un petit point de vigilance pour vous dire, en effet, c'est important, on est tous concernés, il va falloir mettre en place des actions pour limiter l'impact environnemental de son activité. Vous allez avoir, on va le voir par la suite, vous n'aurez pas forcément tous les mêmes leviers d'action à disposition. Donc, voilà, la stratégie va aussi dépendre de chaque entreprise. Donc, ça, c'est important de le faire. Par contre, il faut bien communiquer dessus. Et puis, il ne faut pas oublier que toute activité, quelle qu'elle soit, va générer une pression sur l'environnement. Donc, voilà, il faut rester, entre guillemets, humble dans sa démarche et ne pas tomber dans le piège du zéro carbone, entre guillemets, lorsque l'on va enclencher une démarche
diminution de son impact. Donc, parler de stratégie justement qui est propre à chaque entreprise. On a parlé déjà de quelques exemples avec Jérémy dans sa boulangerie. On pense souvent en effet à l'électricité, la consommation d'électricité et les énergies renouvelables, qui est une chose, un levier dont on va avoir besoin, bien évidemment. Par contre, c'est important de procéder par étapes et de procéder dans le bon sens. Et c'est en effet la démarche qu'avait pu suivre et mettre en place Jérémy dans sa boulangerie. D'abord, prioriser les besoins énergétiques essentiels. On va parler de sobriété, donc c'est voir où est-ce qu'on peut diminuer notre consommation. Alors là, en l'occurrence pour l'énergie, c'est une illustration facile, mais ça va être valable pour la mobilité, pour les achats, etc. Donc, diminuer quand on n'en a pas besoin. S'il y a des besoins qu'on n'arrive pas forcément à diminuer, on va essayer de limiter la quantité ou l'impact qu'il pourrait avoir ces besoins. Donc, on va parler d'efficacité. Par exemple, je vais prendre l'exemple du chauffage. On arrive en hiver, ça va faire une petite piqûre de rappel à tout le monde. Peut-être que l'hiver, on n'a pas besoin de se chauffer à 25, mais que 23, 22, 21, que ça suffise. Donc, on va déjà diminuer notre besoin. Maintenant qu'on a diminué notre besoin en chauffage, ben, si on peut peut-être mieux isoler notre bâtiment ou améliorer le rendement de notre radiateur, de notre chaudière, ça va permettre de diminuer la consommation qui sera nécessaire pour nous chauffer. Et puis enfin, une fois qu'on aura fait ces 2 premières étapes de sobriété et d'efficacité, on va pouvoir penser à l'énergie renouvelable. Ça permettra d'avoir voilà, une démarche complète, disons, mais qui aura été mise en place dans le bon ordre. Alors à ce stade, il y a peut-être déjà des questions, des réactions. Il y avait une première question tout à l'heure qui était un petit peu en réaction à notre témoignage d'entreprise. C'est les limites pour faire un exercice pour son entreprise. La limite là, dans le cas qui était posé, c'est la copropriété. Donc on n'est pas les seuls décideurs dans ces locaux pour pouvoir mettre en place des actions. Ça, c'est un frein que vous voyez dans les différentes entreprises, Romain? C'est en effet, ça nous arrive de rencontrer, ou moi en l'occurrence, ça m'arrive de rencontrer des entreprises qui, alors voilà, qui sont en copropriété ou qui ne sont pas forcément propriétaires de leurs locaux. Ça peut représenter des freins en effet à l'action. Et justement, je disais tout à l'heure que chaque entreprise va devoir ou pouvoir mener une action en fonction de ses capacités. Et on rentre exactement dans ce cadre-là, c'est-à-dire que peut-être que si vous êtes dans une copropriété, vous n'allez pas pouvoir installer des panneaux solaires parce que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais en revanche, il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer ou voilà, vous allez pouvoir agir sur vos propres consommations, sur vos achats, sur vos déchets, qui vont être vraiment de votre propre ressort et qui ne vont pas forcément dépendre de l'ensemble de la copropriété. Notamment peut-être ce qui est évoqué dans le fil de la conversation, c'est un rideau d'air chaud pour masquer le froid qui peut rentrer par la porte d'entrée coulissante. Est-ce que ça vous semble, Romain, une solution possiblement efficace? Oui, alors c'est toujours compliqué de donner un oui ferme parce que ça va forcément dépendre de la situation de l'entreprise, que ce soit la situation géographique, avec les conditions météorologiques qui peuvent être un peu différentes. Et également, alors voilà, l'isolation du bâtiment, la température de chauffage, etc. Est-ce que les portes sont ouvertes régulièrement ou non? Euh, Par contre, en effet, voilà, dans le cas où on aurait du chauffage ou de la climatisation, le rideau d'air va permettre de limiter les échanges entre l'air chaud et l'air froid, voilà, ou l'air intérieur et extérieur, et donc diminuer les besoins de consommation de notre climatiseur ou notre système de chauffage. Et voilà, sans vouloir trop rentrer dans les détails, mais voilà, si c'est par exemple pour des livraisons, peut-être que, et donc juste du transit de carton dans voilà, divers produits, vous pouvez également mettre des bandes en PVC et ça permettra d'avoir une solution qui soit pas consommatrice d'énergie finalement, à l'inverse d'un rideau d'air, même si la consommation est relativement faible. Mais voilà, il y a diverses solutions en effet pour limiter les besoins en énergie pour le chauffage ou la clim.
Pour avancer, Merci, Romain, Romain. voilà, on va pas pouvoir présenter tout le détail des autres diapos, mais peut-être aller sur une essentielle sur les intérêts pour l'entreprise à évaluer son impact carbone. De toute façon, la présentation sera disponible et envoyée Tout à par fait. mail, ça a été dit dans la conversation. Donc, vous pourrez retrouver des exemples justement comparatifs de solutions selon les thématiques à aborder. Donc, ça va créer une petite frustration à Romain, mais s'il y a besoin, vous saurez retrouver la CMA pour plus de détails sur ces points-là. On peut peut-être aller jusqu'à la diapo des avantages, Romain. Ouais, tout à fait. En effet, on va passer voilà, la partie. Vous aurez l'occasion de reparcourir si besoin avec divers exemples d'actions que vous pouvez mettre en place avec voilà, des quantifications d'impact. Ça permet de se rendre compte voilà, qu'est-ce qui peut avoir l'impact dans les actions à mettre en place. Peut-être sinon, Romain, vous Ouais. avez cerclé de rouge certaines propositions, peut-être nous dire celles-ci, pourquoi elles sont cerclées, par exemple, sur cet Oui, alors exemple-là, avant de en effet, passer. Oui, c'était juste dans le cadre de la présentation pour pas avoir à parcourir l'ensemble des exemples pour en retenir, entre guillemets, n'en présenter que un ou deux. Ils ont tous leur place et l'idée, d'accord. comment dire, ce n'est pas à moi de juger de qui doit faire quoi, mais voilà, l'idée c'était d'en entourer deux ou trois pour résumer un peu et illustrer voilà, des exemples qui pouvaient être mis en place. C'est pas Mais spécialement un choix d'importance, mais c'était une stratégie d'animation. Parfait. c'est ça, exactement. Et Merci. voilà, comme je soulignais tout à l'heure, en fait, euh, il va y avoir plusieurs actions qui vont être possibles. Chacun a à sa disposition un certain nombre d'actions à mettre en place. Sur l'alimentation, on peut penser à voilà, manger moins de viande, manger moins de poisson, manger végétarien. Donc, disons qu'on a différents niveaux d'actions et ça va être à chacun de s'approprier chaque thématique par rapport à. Alors, on va avoir peut-être des contraintes d'organisation, etc., de financières. On va aussi avoir peut-être des difficultés tout simplement parce que ça nous semble difficile à mettre en place. C'est un effort qui est peut-être aujourd'hui trop important. Donc l'important, c'est pas de tout faire d'un coup, mais c'est vraiment d'y aller pas à pas. En fait, dès lors qu'on va se mettre en mouvement, vous allez voir que bah, derrière, disons que ça va être un cercle un peu vertueux. Et voilà, c'est important de pas forcément voir la marche trop haute dès le début, au risque de se décourager un peu, mais voilà, vraiment y aller petit à petit et disons que c'est une bonne manière de suivre la direction de la décarbonation. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'en arriver justement. Euh, c'est une chose de diminuer l'impact l'impact environnemental de son entreprise, euh, mais dans l'objectif du coup de voilà limiter, d'avoir un bilan, on va dire comptable, qui soit le plus faible possible. Euh, mais finalement, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres, ce qu'on appelait, enfin, bénéfices ou externalités positives à se mettre, s'inscrire dans une démarche de diminution de ces impacts. Voilà, on en a retenu 5 ici, notamment alors renforcer l'image de marque et construire un avantage concurrentiel. On l'a vu dans le cas d'appels d'offres, par exemple, ou de clients qui pourraient être demandeurs voilà, de démarches qui seraient mises en place pour l'environnement. Anticiper la loi, aujourd'hui, TPE-PME, vous n'êtes pas concernés par la réglementation, mais qui sait demain si ce sera le cas. Et disons que l'histoire va plutôt dans ce sens. Donc, ce sera toujours plus agréable de mettre en place une démarche de manière choisie et non subie. Euh, ça permet aussi de booster sa marque employeur. Voilà, on peut avoir des futurs collaborateurs qui peuvent aussi être euh, attentifs à ces critères-là d'impact sur l'environnement que peut avoir une activité. On l'a vu à travers l'exemple de Jérémy, s'inscrire dans cette démarche, ça permet aussi de dépenser moins et de dépenser mieux. Faire des économies, par exemple, voilà, sur ses factures, et ça peut permettre d'améliorer derrière les conditions de travail de ses collaborateurs. Et puis enfin, bah, peut-être prendre du recul. Ça peut nous ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Peut-être qu'on voilà, on a mis en place certaines choses depuis un certain nombre d'années de telle manière.
eh ben, si je prends un peu de recul, est-ce que j'arriverai à le faire autrement? Est-ce que si un père arrive à le faire différemment, peut-être que moi aussi je peux y arriver. Et voilà, ça peut nous lancer dans une nouvelle direction sans, disons, contraindre notre activité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et alors, si oui, non, il y a un temps d'échange. Je ne sais pas si on a le temps de présenter les accompagnements de la Oui, oui, CMA. on va le faire peut-être. Oui, oui, Bien absolument. sûr, oui. Juste avant, est-ce qu'il y a des questions, si vous voulez bien cliquer, Romain, sur la dernière diapo. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade d'entreprise, des remarques, des observations autres? Vous avez le droit d'ouvrir le micro si Donc, vous moi, j'ai une préférez parler. question. J'ai une question parce que, Romain, vous avez beaucoup parlé du bilan ou des émissions carbone globales pour une entreprise. On a parlé des marchés publics, mais qu'en est-il quand, dans un marché public, on demande de mesurer les émissions juste pour l'action ou le marché demandé? C'est-à-dire, c'est pas global, c'est je vais réparer une chapelle à Tréfouilly-les-Oies, c'est quoi mon bilan carbone? Alors, comment dire, si on nous demande un bilan précis et complet, alors soit on arrive à le faire nous-mêmes, je me déplace de mon entreprise à l'endroit où il y a le chantier, donc j'ai parcouru tant de kilomètres, j'ai un véhicule diesel, donc voilà, je vais savoir la consommation de carburant. Euh, alors, si on peut aller plus loin sur l'utilisation de tel ou tel matériau, on va avoir aussi de, comment dire, on va avoir aussi des données à disposition sur la bande d'empreintes dont je parlais tout à l'heure. Euh, la difficulté, alors ça va dépendre de la demande, la complétude du bilan. La possibilité, c'est de se faire accompagner, alors que ce soit par la Chambre des métiers ou d'autres structures qui peuvent voilà, aider à identifier les différents postes d'émission et comptabiliser les émissions concernées. Euh, et voilà, parfois, peut-être que certaines entreprises vont pas forcément demander un bilan complet, mais voilà, des informations, disons, primaires, notamment sur le déplacement, par exemple, ou la réutilisation de matériaux. Voilà. En fait, encore une fois, la réponse va vraiment dépendre de la demande spécifique de l'entreprise. Mais en attendant, il est possible d'isoler une activité et d'en faire une comptabilité carbone, finalement. Bah, tout à fait. Et alors, c'est vrai qu'après, Oui. Mm. encore une fois, on n'aura pas forcément à disposition toutes les données. Je pense par exemple si Mm. on génère des déchets liés au chantier, peut-être qu'on ne sait pas exactement où et comment l'entreprise qui va gérer nos déchets opère. Donc voilà, c'est aussi peut-être un dialogue à avoir avec la personne demandeuse, pardon, de, de lui faire comprendre qu'on n'a pas forcément en carte on n'a pas toutes les cartes en main sur l'ensemble du périmètre et qu'on va pouvoir lui donner les informations sur ce qu'on maîtrise en effet en isolant voilà, une partie de l'activité. Ce sera un premier niveau de réponse et pas forcément un bilan carbone à faire, parce que un bilan carbone n'est pas forcément à la portée financière aussi des TPE. Exactement. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres remarques ou d'autres questions? On arrive vraiment sur la fin de la présentation pour assurer les quelques-uns qui s'accrochent au-delà de l'heure qu'on avait prévue. Peut-être passer à l'offre de service, du coup. Oui. Romain, vous avez la main pour cliquer. J'ai toujours la main. Normalement, ça devrait Allez-y, profitez-en. apparaître. Ouais. Voilà, je vais juste conclure. J'ai commencé à indiquer qu'en effet, on pouvait vous accompagner et Jérémy l'a rappelé également au sein de la Chambre des métiers. Voilà, on peut vous accompagner de différentes manières sur le sujet. Alors, ce qu'on appelle le diagnostic énergie, donc c'est un audit complet de vos consommations, enfin sur les factures, etc., avec voilà, un volet émissions de gaz à effet de serre. Si vous voulez aller au-delà de l'énergie, plutôt pour des entreprises avec des flux, donc on pense à l'alimentaire, la production,
On peut regarder l'énergie, mais on va aussi compléter l'eau, les matières premières, les déchets. Voilà, toujours dans l'optique de comptabiliser et d'identifier des pistes d'action à mettre en place. Donc voilà, ces deux premiers accompagnements ça reste à charge pour l'entreprise. Et puis, on a les études d'opportunité sur le solaire photovoltaïque dont a parlé Jérémy, qui elles sont facturées aujourd'hui voilà, entre 420 et 840 euros hors taxe selon l'ampleur de l'étude. Et l'objectif, comme l'a expliqué Jérémy, c'est d'identifier le potentiel, d'identifier les meilleurs scénarios d'investissement pour votre entreprise en regardant voilà, le toit, l'orientation, la production. De pouvoir donner des temps de retour sur investissement voilà, qui nous semblent, enfin, pour les projets qui nous semblent les plus cohérents. Et donc, dans l'objectif de vous fournir plutôt une étude neutre, parce que, en l'occurrence, pour ma part, je ne vends pas de panneaux solaires, donc mon objectif, c'est vraiment de vous aiguiller sur le sujet. Et parfois, malheureusement, la conclusion peut être que l'investissement ne sera pas pertinent, mais c'est aussi l'objet de l'étude, c'est faire en sorte que vous preniez la bonne direction. Jérémy parlait de 2 heures à 2h30 pour l'étude d'opportunité. Les diagnostics, c'est à peu près combien de temps à compter? En fait, pour le temps en entreprise, donc le temps d'échange que je vais avoir avec l'entreprise, on va toujours être sur un créneau, disons entre 1h30 et 2h30, si on voit un peu large. Mais Ok. l'idée, la différence, ça va être le temps que moi je vais y passer en arrière-plan, entre guillemets, au bureau. Mais voilà, pour l'entreprise, l'objectif, on sait que les entreprises, les chefs d'entreprise, voilà, n'ont pas forcément beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Donc l'idée, c'est pas forcément de leur prendre plus de temps qu'il ne faut. Mais voilà, on va à l'essentiel. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez cliquer? Vous avez toujours la main du coup pour la dernière diapo. Je vais vous rendre le contrôle. Hop. Merci. Donc simplement pour rappeler que l'OPCO EP intervient avec une offre de service au-delà de cette sensibilisation par des webinaires. On a également sur notre site opcoep.fr une plateforme de contenu pédagogique avec des astuces, des vidéos, des liens liés au monde professionnel, ce qui va vous distinguer de chercher sur Internet de manière un peu aléatoire. Donc la série des 9 webinaires portés par la CPME, l'UDP et l'OPCO. On a depuis quelque temps maintenant un financement Fonds national de l'emploi, formation, donc qui est un fonds de l'État dédié aux mutations et notamment à la transition écologique et énergétique. On a mis en place une formation action référent transition écologique et énergétique pour installer un salarié avec des connaissances de premier niveau pour mener des premières actions dans vos entreprises. Ça permet d'avoir une fédération autour d'un élément porteur chez vous. C'est une action qui est 100% financée et qui démarre à partir de mi-novembre sur la région. Vous pouvez vous approcher des conseillers OPCO si besoin pour plus d'infos. On a également un accompagnement conseil qu'on a bien démarré. On est plutôt sur la fin de l'ouverture avec donc un tandem d'accompagnants RH et experts transition écologique énergétique. Donc il y a encore quelques places pour ceux qui sont intéressés à partir de mi-novembre également. Et puis, on peut avoir pour des accueils, des prestations plus individualisées, un accompagnement RH. Certaines entreprises ont déjà pu peut-être le mettre en place pour certains sujets purement RH. On peut avoir aussi une couleur transition écologique énergétique avec cet accompagnement. Là encore, on a aussi une enveloppe qui nous permet d'intervenir pour certains besoins. Merci David. Donc, vous dire que nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur la concrétisation de vos projets. Si vous avez encore des remarques et des questions, participants, évoquez-les. Sinon, on va passer la parole à nos deux personnes qui concluront. Mot de la fin, donc c'est Cyril et Bertrand. Merci Philippe, ça sera très court, simplement oui. Pour remercier l'ensemble des intervenants, Philippe en particulier qui a préparé avec son équipe ce premier webinaire d'une longue série. Merci aux deux intervenants, merci Jérémy et Romain. Je
pense qu'on avait pris l'engagement moral au départ du webinaire de faire concret, adapté à la réalité de vos entreprises. J'espère que c'est comme ça que vous l'avez perçu. En tous les cas, pour ma part, je trouve que c'est extrêmement riche parce que justement, le reflet de ce qui se passe, j'allais dire de la vraie vie dans vos entreprises. Pour autant, les chantiers sont nombreux, sont immenses, donc n'hésitez pas. Vous voyez qu'à travers l'intervention de la CMA, du réseau des CMA, vous avez des interlocuteurs qui sont extrêmement compétents, dynamiques et dévoués pour vous accompagner, mais idem côté OPCO EP. N'hésitez pas à nous solliciter, on serait heureux de pouvoir vous aider au mieux et bravo les uns les autres, même si vous n'êtes pas intervenus, si vous êtes là, c'est que le sujet vous concerne et vous intéresse, bravo pour ce que vous faites. Voilà. Oui, alors juste un mot en fait de conclusion. Je m'associe aux remerciements émis par Cyril. Mais surtout, je pense que c'est Jérémy qui a conclu lors de son intervention, parce qu'il a dit deux choses qui me semblent primordiales pour le chef d'entreprise pour traiter ces sujets. C'est surtout pour une TPE, c'est d'abord d'aller voir des experts et qui le conseillent. Là, maintenant, il regarde et il lit toutes les infos de la chambre de métier. Donc, une fois qu'on est accompagné et qu'on y a goûté, eh ben, on continue, on y retourne. Et puis, le deuxième point, eh ben, ce n'est pas une perte de temps, contrairement à ce qu'on peut croire peut-être au début, parce qu'on n'est pas dans son cœur de métier, mais en fait, il en a retiré tous les bénéfices. Donc voilà, c'est les deux points, à mon avis, de conclusion pour ce webinaire. Merci à vous tous. Je m'associe aux remerciements de Cyril et Bertrand, évidemment pour nos deux intervenants qui nous ont fait une belle démonstration de connaissances et puis d'engagement en faveur de la transition écologique et énergétique. Un dernier mot pour vous dire, donc, on vous enverra le support d'animation. Vous aurez accès à l'enregistrement, évidemment. Vous verrez que dans la communication que l'on fera, David et moi-même, il y aura un lien pour aller sur un sondage, simplement pour savoir quelles sont vos intentions en matière d'engagement dans la transition écologique énergétique, non pas pour venir vous fournir des équipements, mais pour finalement mesurer un petit peu la tendance de nos entreprises sur cette immersion dans le sujet de la transition écologique énergétique. Voilà. Grand merci à vous tous et donc bonne soirée. Et puis, l'avenir est à nous tous dans ce sujet-là.